Nous pouvons commencer. Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, monsieur le professeur, notre éminent invité, chers invités et invitées, nous tenons aujourd'hui la 16e séance formelle de l'Académie des sciences d'outre-mer. Elle est consacrée à la présentation de l'ouvrage du professeur Bertrand Badi, L'art de la paix. Le professeur est là, édité chez Flammarion en 2024. Nous allons procéder selon l'usage. Cela signifie que nous entendrons d'abord le secrétaire perpétuel nous donner le procès-verbal de la dernière séance et nous donner aussi certaines communications. Puis je reprendrai la parole pour introduire l'intervention du professeur. Monsieur le secrétaire perpétuel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Comme il est d'habitude dans notre compagnie, je vous livre en premier lieu le compte-rendu de la séance du 15 novembre 2024, séance numéro 15, les jeunes volontaires pour le développement, avec le groupement d'intérêt public France Volontaire. Séance ouverte sous la présidence de M. Louis Dominici. Déroulé de la séance. Introduction, M. Louis Dominici, président de l'Académie des sciences d'outre-mer. Procès verbal, M. Dominique Barjot, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, a donné lecture du procès verbal de la séance du 8 novembre 2024. Présentation de la séance, M. Louis Dominici, président de la Somme. Communication. Observation et réflexion sur le volontariat par M. Jacques Godefrin, ancien président de France Volontaire. Présentation générale de France Volontaire, de ses actions et de ses enjeux par M. Yann Delaunay, directeur général de France Volontaire. Les communications ont été suivies de témoignages de deux volontaires, M. Demba Mané, volontaire sénégalais en mission en France, M. Achille Castelnau, volontaire français revenant d'une mission à Saint-Louis au Sénégal. Les témoignages ont été suivis d'une présentation de l'association Planète Urgence par Mme Amandine Hersan, directrice générale de l'association. Échange avec la salle, la séance a été levée à 17h. Je voudrais maintenant vous faire part de l'inquiétude que nous avons pour l'un de nos éminents membres associés, M. Boualem Sansal. M. Boualem Sansal, revenant à Alger, a été accueilli et emmené par un groupe de personnes. L'on hésite entre la version de l'enlèvement et celle de l'arrestation. Selon les dernières informations, il s'agirait plutôt d'une arrestation. Et depuis cet événement, nous n'avons plus aucune nouvelle de lui, alors qu'auparavant, lorsqu'il était en résidence surveillée, nous étions en contact avec lui. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'adresser le communiqué suivant à l'AFP. L'Académie des sciences d'outre-mer exprime sa vive émotion et l'annonce de la disparition ou de l'arrestation de M. Boualem Sansal, membre associé de notre Académie. Elle exprime aussi sa solidarité envers ce grand écrivain. Elle demande qu'il retrouve sans délai sa liberté de mouvement et d'expression. Je précise que ce texte a été élaboré
à l'origine par le sénateur Jacques Legendre, qui a travaillé ce matin avec nous à la rédaction de ce message. Si vous en êtes d'accord, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous allons donc transmettre ce message à l'AFP. Après cette dimension tragique de nos activités, je vais me permettre de signaler que nous avons en jury arrêté le résultat du concours photographique organisé à l'occasion de notre déplacement à Fréjus et à Toulon. Et j'ai l'honneur et le plaisir de passer la parole à Madame Jeanne-Marie Amatrose, qui, vous le savez, est notre ancienne présidente et en même temps ma suppléante, pour vous donner plus de précisions sur les résultats de ce concours. Effectivement, dans le sillage de notre voyage à Fréjus, notre secrétaire perpétuel a eu cette très bonne idée de profiter de nos grands reporters pour effectivement rappeler leur témoignage au travers d'une série de photos. Nous avons reçu effectivement 5 dossiers et nous avons pu en sélectionner quelques-unes qui sont toutes, je dirais, très humaines et qui nous rappellent de bons moments de ce voyage. Et personnellement, j'ai découvert effectivement tous les intérêts de ce voyage et sa joie de vivre. Alors, nous pouvons projeter les différentes photos. Voilà, donc un grand reporter se distingue, c'est Madame Souka-Briand. Madame Souka-Briand est ici, vous pouvez vous lever. Madame Souka-Briand, vous êtes, je dirais, toujours un grand reporter. Vous participez à tous les voyages et à chaque fois vous arrivez, vous rentrez avec une corbeille de très belles photos. Donc nous en avons sélectionné 3. Vous reconnaissez ici le monument aux morts sur la plage de Fréjus. Et nous aimons beaucoup cette photo car au pied de ce monument qui est très fort, eh bien vous apercevez la gerbe de l'Académie des sciences d'outre-mer qui a été déposée par l'Académie. C'est la première photo. Deuxième photo. Ah non, il marche mieux quand même. Deuxième photo, le mur des noms. Depuis, il y en a eu beaucoup d'autres, dont celui des morts de la Grande Guerre à Paris, que je vous invite à aller voir si vous ne le connaissez pas, qui est accroché au mur du cimetière du Père-Lachaise. Donc ce mur des noms est un des pionniers et il nous rappelle effectivement le sacrifice des soldats indochinois de toutes les guerres. Deuxième photo. Et troisième photo, plus, je dirais, directement touristique, avec le deuxième grand temps de ce déplacement à Fréjus, c'est la montée au Pharon et par ce téléphérique qui nous dévoile, au fur et à mesure qu'il monte, une vue superbe sur la rade de Toulon. Donc, bravo, Madame Souka-Briand. Et merci. Et à une prochaine fois. Ensuite, une image de Madame Barjot, que nous aimons bien aussi parce qu'elle nous rend compte de ce moment très important de la cérémonie sur la place de Toulon au pied du monument pour honorer ces disparus lointains. Donc, image de Madame Barjot. Et celle-ci, c'est une image spontanée qui rend compte de l'intérêt de regarder la baie de Toulon.
C'est une photo prise par Madame Dumont-Ezer. Merci Marie-Françoise Dumont-Ezer. Vous êtes aussi très souvent des voyages et vous êtes toujours aussi un grand reporter. Madame Dumont-Ezer. Et puis, une très belle photo, je la trouve superbe. Elle est prise sur la plage du Dramont, la plage du débarquement, avec ce premier plan de Galais, et puis la tour lointaine qui aurait inspiré Hergé dans un de ses ouvrages. Donc c'est un cliché de Madame Fournier. Donc bravo aussi Madame Fournier. Donc félicitations à tous nos reporters. Merci, Madame. Merci, Madame. Nous reprenons la suite et nous venons au cœur de la conférence. Monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères, chers invités, au nom de l'Académie et en mon nom personnel, je remercie le professeur Badi d'avoir répondu à l'invitation que je lui ai adressée avec le secrétaire perpétuel et les membres du bureau, peu de temps après la publication de son ouvrage en septembre dernier. Professeur des universités, professeur à Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages, Bertrand Badi est une des grandes voix de l'enseignement supérieur et de la réflexion sur les relations internationales, sur leur évolution, sur la manière de les comprendre et de les améliorer. Une sélection de ces publications figure à la fin de l'ouvrage auquel nous nous consacrons aujourd'hui. Elle est ici quelque part. Je vous suggère de les consulter et d'entrer dans les textes quand vous en aurez l'occasion, c'est-à-dire le plus vite possible. Je prends presque au hasard quelques titres. La fin des territoires, essai sur le désordre international et sur l'utilité sociale du respect. Autre ouvrage, La diplomatie de connivence, la dérive oligarchique du système international, 2011. Autre ouvrage, Le temps des humiliés, pathologie des relations internationales. C'est avec ce livre que j'ai commencé à vous connaître. Et j'y ai trouvé des sentiments et des idées que j'avais vécues il y a bien longtemps. Et que j'avais essayé de faire comprendre lorsqu'on est en poste à l'étranger et qu'on parle à Paris. Quand le Sud réinvente le monde, essai sur la puissance de la faiblesse. Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale, 2021. Pour une approche subjective des relations internationales, 2023. À travers tous ces ouvrages, et bien entendu à travers celui qu'il nous présente aujourd'hui, le professeur Bertrand Badi appelle chacun à réfléchir. Oui, à réfléchir sur les relations internationales et pour la paix. À réfléchir et à militer, parce que je crois que pour lui comme pour nous, réfléchir c'est militer. Je salue cet engagement, d'autant plus remarquable par les temps qui courent, que le discours à la mode dans les capitales de l'Union européenne, et en tout cas à Paris, ne va pas dans ce sens. Les vats en guerre, déclarés ou déguisés, battent les estrades, battent les estrades. Ignorance des vraies réalités, abandon aux pulsions primaires, confusion dans le langage, comme dans les sentiments et les idées, légèreté, insoutenable légèreté. Oui, la paix est menacée et cette menace est dans l'esprit des hommes, dans l'esprit des hommes. Apprenons à la surmonter et à construire une société de paix. Monsieur le professeur, nous sommes particulièrement heureux d'échanger avec vous sur l'art de la paix. Vous avez la parole. Merci. Ah non, il ne veut pas.
J'ai une voix forte. Allez-y. Bon. Monsieur le Président... Oh, c'est même trop fort, là. Voyez la juste mesure, comme c'est difficile. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, permettez-moi de vous remercier de cette invitation qui m'a en même temps touché et honoré. Touché parce que je sais ce que porte cette académie et je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec elle sur ce sujet. Il n'y en a pas de plus central que celui de la paix, et honoré parce que au milieu de tout cet océan d'ouvrages, merci, qui sortent chaque année, le fait que vous m'ayez distingué me touche au plus haut point. Merci, mesdames et messieurs, d'être venus, malgré la neige, malgré le verglas, malgré la tempête, malgré les grèves de chemin de fer, et malgré le puissant désespoir qui nous habite tous au regard du sujet dont nous allons traiter. Alors, vous me faites l'honneur et le plaisir de me demander de présenter mon livre, ce que je vais faire, en commençant par une petite anecdote. C'était un jour du tout début du printemps 2024, du printemps dernier. Les bourgeons étaient à peine sur les arbres et je reçois un curieux coup de téléphone venant d'une dame que je connaissais de haute réputation mais que je n'avais jamais rencontrée, Sophie de Closet, la patronne de Flammarion. Et cette dame me dit tout de go, depuis fort longtemps, notre best-seller chez Flammarion, c'est Sun Tzu, l'art de la guerre. Et nous voudrions faire maintenant un art de la paix, comme écho, comme complément, peut-être comme contrepoids. Et on a pensé à vous. Je n'avais pas mes tranquillisants sur moi, donc je me suis effondré, je suis tombé de ma chaise, je me suis fait mal, et je ne sais pas comment j'ai fini la conversation, mais je crois que j'ai dû raccrocher au nez de cette pauvre dame, enfin pauvre, je veux dire, du fait de l'affront que je lui opposais. Et puis, quand je me suis relevé de ma chute, je me suis dit, mais tu te rends pas compte, voilà un défi formidable qu'à ton âge, tu peux tenter de relever sans rien risquer. Qu'est-ce que je peux risquer? De toute façon, je n'ai jamais eu de décoration, j'ai jamais eu de prix, j'ai jamais eu de distinction, je n'ai jamais eu le droit au moindre égard, donc je suis chassé de la moitié des chaînes de télévision, donc il n'y a plus de risque. Et j'ai rappelé cette dame en m'excusant et en acceptant. Je me suis mis à mon clavier le 1er avril, c'est pas une blague. J'ai fini ce livre de 300 000 signes le 30 avril. Ça m'est jamais arrivé. Pourquoi? Eh bien parce que tout d'un coup, un mystérieux vent me poussait vers le large de mes réflexions et j'avais envie de dire quelque chose. Et ce quelque chose que j'avais envie de dire, que je vais vous présenter maintenant parce que c'est l'ossature du livre, c'est l'idée qui m'est venue au moment où je tombais de ma chaise. Je me suis dit, mais il y a des centaines, j'ai vérifié, d'ouvrages qui sortent chaque année sur la guerre, il n'y en aura jamais sur la paix. Les généraux, les colonels, les capitaines et toute une série de professions écrivent des ouvrages évidemment remarquables sur la guerre, mais pourquoi jamais sur la paix? Et j'ai été vérifié dans les bibliographies anglo-saxonnes, c'est à peu près la même chose. Alors les anglo-saxons ont un petit avantage sur nous, c'est que se trouve répertorié dans leur nomenclature académique l'idée de peace studies, à côté des war studies.
Alors qu'en France, si vous vous présentez quelque part en disant « je suis un spécialiste de la paix », on dira « mais rue de la paix, qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Dans le monde anglo-saxon, non. Mais pour autant, il n'y a pas d'ouvrage sur la paix. Et les très grands, je pense à ces deux grands instituts que sont le CIPRI de Stockholm, le Stockholm International Peace Research Institute, ou le PRIO d'Oslo, Peace Research Institute of Oslo, il y a des gens absolument remarquables, hein. C'est même là qu'on trouve les meilleurs spécialistes, mais ils travaillent sur la guerre et pas sur la paix. Et alors je me suis dit, mais pourquoi? Et c'est là l'argument que je développe dans mon livre. Notre histoire européenne est marquée par l'antériorité de la guerre sur la paix. Vous savez qui était le papa de Romulus et Rémus? C'était le dieu Mars. C'est pas la déesse Pax. La déesse Pax, d'ailleurs, a eu, quelques siècles plus tard, un petit hôtel qui est pas mal fait, un hôtel a eu, hein, bien entendu, qui est pas mal fait, qu'on peut encore voir à Rome, mais qui est tout à fait marginal dans l'imaginaire romain et dans l'œuvre politique, juridique et littéraire qui en est dérivée. Du côté de la Grèce, c'est pas mieux, parce que c'est quand même l'un des philosophes grecs les plus remarquables, Héraclite, qui a semé cette graine épouvantable qui consiste à dire ben, l'être humain est fait pour la guerre. Et nous comparons, nous humains, aux animaux qui sont également belliqueux de nature. Jamais le philosophe, aussi brillant fut-il, n'a pu vérifier empiriquement une telle proposition, mais elle est restée. Et le mot paix, qui vient du latin pax, lui-même d'un autre mot latin pactum, est redoutable, puisque le fin sens de pactum, c'est la transaction. La paix ne serait donc, dans notre culture et notre mémoire, qu'une transaction. Je me suis dit, mais c'est pas possible, une chose pareille. Et ça m'a rappelé, je pense que cela va vous toucher, une mission que j'avais accomplie à la demande du poste de l'ambassadeur de l'époque, Jean-Marc Grosgurin, l'un de mes anciens étudiants d'ailleurs, dois-je dire fièrement, à Conakry, capitale de la Guinée. Et je devais proposer une leçon qui était l'état actuel de la théorie des relations internationales ou quelque chose comme ça. Et je disais que la paix, dans la théorie des relations internationales, c'est la non-guerre. Et à ce moment-là, un jeune Peul qui était au premier rang s'est levé et m'a dit « Mais attendez, vous n'êtes pas du tout. » Enfin, il ne me l'a pas dit comme ça, mais c'est bien ce qu'il voulait me signifier. Chez nous, Peul, en langue pulare, la paix, c'est pas la non-guerre. C'est la santé du groupe. Et j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai trouvé fabuleux d'abord cette leçon qui m'était donnée par un Africain sur ce que devait être la paix, belle revanche de sa part par rapport aux humiliations passées, et j'ai trouvé fabuleux cette énergie d'un jeune Guinéen se levant devant un vieux tromblon français et lui expliquant qu'il se trompait, et pour une fois j'étais très heureux de me tromper. Et j'ai été voir du coup comment la paix était rendue dans les différentes langues. Je commence mon ouvrage par cela. Alors, il y a des choses absolument extraordinaires. L'idéogramme chinois pour la paix, c'est une femme sous un toit. Alors, certains disent « Oh, c'est machiste ». Non, pas du tout. C'est l'association de l'idée de paix à l'idée d'intégration. Et voilà, ça aussi, ça fait réfléchir. En arabe, salam, et en hébreu, shalom, renvoie aussi à l'idée de santé, à l'idée d'être sauf, en tous les cas. En Haoussa, on retrouve un peu l'écho du poulard, pour retrouver cette idée de santé du groupe. Et donc je me suis dit, mais il y a quelque chose de gravement exceptionnel dans notre histoire européenne. Et j'ai fouillé, et je me suis arrêté, et c'est probablement la thèse essentielle du livre, sur ce fameux XVIIe siècle, ce temps de construction ou de parachèvement, de premier parachèvement de la construction de l'État-nation. Cet homme,
qui est le père de notre philosophie politique moderne, Thomas Hobbes, qui écrivait dans son ouvrage Le Léviathan, publié en 1651, c'est-à-dire 3 ans après la conclusion de la paix de Westphalie, et vu le temps que prend l'édition, on peut penser que Hobbes écrivait en même temps que se concluait la paix de Westphalie, il disait sans rire, d'ailleurs l'homme, si vous voyez son image, n'est pas spécialement rien, les souverains, on ne disait pas encore l'État à l'époque, les souverains sont entre eux comme des gladiateurs. Et se trouvait ainsi accolé dans la genèse même de l'État l'idée de guerre. Et pourquoi? Eh bien parce que dans cette pensée qui s'accomplissait avec l'invention de l'État-nation, on découvrait soudain la connivence qu'il y a entre l'État et la guerre, que le grand sociologue et historien états-unien Charles Tilly, grand homme de la science politique, appelle le war-making, state-making. L'État a besoin de la guerre et la guerre a besoin de l'État. Ah, que la guerre est jolie, disait Apollinaire. Ah, que la guerre est utile, disait Hobbes, car dans cette pensée naissante, c'est la seule façon de préserver sa souveraineté, d'assurer sa sécurité et de régler ses disputes avec les autres. 3 fonctions essentielles dont on n'a jamais pensé l'éventuel substitut. Et c'est là que ça fait mal. Et effectivement, pardon de ce que je vais vous dire qui écorche la bouche, mais vous savez, le politiste est un peu comme le médecin. Quand il parle des pathologies, il est obligé d'en parler sereinement. Mais en fait, le calcul hobbesien a fort bien marché jusqu'en 1945. Et c'est vrai que la guerre a été hautement fonctionnelle. C'était le grand régulateur du système international, sans aucun substitut possible. Et plus que ça, la guerre, c'était le moyen, éventuellement, de s'agrandir, de rayonner, de s'imposer, de dominer, d'assurer le leadership. Pensez Louis XIV, le siècle de Louis XIV, pensez Napoléon, pensez bien d'autres encore. Et donc, aussi monstrueuses qu'aient pu être certaines guerres, et notamment celles qui nous sont proches, ce qui est terrible à dire, c'est que cette monstruosité avait sa rationalité. Vous savez, rien n'est pire dans l'histoire quand la monstruosité rencontre la raison, parce que c'est là que toutes les catastrophes viennent s'accumuler. Et ce que je défends dans ce livre, c'est que cette belle construction, aujourd'hui, ne fonctionne plus. En même temps, lueur d'espoir et effet d'aveuglement. Pourquoi ça ne fonctionne plus? Avez-vous remarqué que depuis 1945, le plus puissant perd toujours? Et que le faible gagne pratiquement à chaque fois? On parlait tout à l'heure de la décolonisation. J'ai encore, alors que j'étais tout petit garçon, croyez pas que je sois si vieux que ça, de 1954 Dien Bien Phu et de la guerre d'Algérie. Et je me souviens comment il était inconcevable, même le général de Gaulle, qui était extrêmement intuitif de l'avenir, avait dit pour la guerre d'Indochine que la France ne pouvait pas perdre. Et puis, pour la guerre d'Algérie, le général a été le premier à comprendre probablement qu'il fallait s'en sortir, mais justement au nom de cette intuition de la force de la faiblesse. Parce qu'évidemment, la bataille d'Alger a montré qu'en termes de puissance, il n'y avait pas photo, si vous me permettez l'expression, l'armée française l'emportait. Alors par quel mystère la puissance devient impuissante? Par quel mystère la guerre ne sert plus les fonctions pour lesquelles elle avait été, sinon inventée, du moins théorisée dans notre période moderne? Et on pourrait continuer et constater que les États-Unis ont perdu toutes les guerres qu'ils ont menées, à l'exception
bien entendu, des coalitions sous mandat des Nations Unies. Je pense par exemple à l'opération Tempête du désert en 1991. Mais pensez au Vietnam, pensez à l'Afghanistan, pensez à l'Irak, pensez à la Somalie. Pourquoi? Comment expliquer une chose pareille? Même si, c'est vrai, il faut être juste, les États-Unis ont quand même gagné une guerre depuis 1945, c'est celle contre l'île de Grenade, où la superpuissance nucléaire a battu une armée de quelques dizaines de soldats. Mais il y a quand même une vraie réflexion. Moi, je n'ai jamais adhéré à la thèse du déclin américain, qui est une thèse stupide, idéologique. C'est pas les États-Unis qui sont en déclin, c'est la puissance. Et ça me fait penser à cette interview extraordinaire que avait mené le grand journaliste égyptien Hassanan Haikal, grand ami et confident de Gamal Abdel Nasser, et qui avait été interviewé Chou En-lai. On est au début des années 70, la Chine sort tout juste de la révolution culturelle, la guerre du Vietnam bat encore son plein, et Haikal dit à Chou En-lai, vraiment grand homme s'il en est. Je pense que s'il fallait désigner un grand homme du XXe siècle, moi je n'hésiterais pas à désigner Chou En-lai, qui est un personnage absolument extraordinaire. Ce qui m'a glacé, ceci dit entre nous, c'est qu'un jour j'interrogeais un collègue enseignant la science politique, je lui parlais de Chou En-lai, il m'a dit qui c'est. Et c'est là que j'avais, heureusement ce jour-là, j'avais mon tube de Lexomil et j'ai pu réguler le problème. Bon, mais Chou En-lai a fait cette réponse extraordinaire. On est en 70, maintenant elle paraît très banale. En 1970, 71, Chou En-lai répond à Haikal, mais vous n'y pensez pas. Nous n'allons jamais chercher à remplacer les États-Unis. Nous ne cherchons absolument pas l'hégémonie, et surtout pas par la guerre. Regardez les Américains au Vietnam, ça leur coûte très cher et ça leur rapporte rien. C'est le contraire du loto. Ça coûte très cher et ça rapporte rien. Eh bien, Chou En-lai a été le premier, et en digne successeur de Sun Tzu, à expliquer que la guerre ne rapportait pas. Et ça éclaire beaucoup de cette habileté, de cette ruse chinoise dans le contexte des relations internationales contemporaines. Mais ce que je veux dire, c'est que la guerre coûte de plus en plus cher. La guerre est de plus en plus destructrice en humain. Regardez ce qui se passe à Gaza. Comment peut-on maintenir cette indifférence devant 44 000 morts officiels à Gaza, 15 000 enfants tués? La destruction est devenue une norme à laquelle on ne s'arrête plus aujourd'hui, ce qui en dit long quand même. Eh bien, cette guerre est de plus en plus coûteuse et de plus en plus destructrice et n'apporte plus rien à personne. Alors, ce n'est pas un propos éthique, je pourrais dire, et beaucoup l'ont dit avant moi, mais la guerre c'est honteux, la guerre c'est infâme, la guerre... Ce n'est pas ça que je dis. Je dis la rationalité qui dessinait les contours de la guerre hier ne s'applique plus aujourd'hui. Et que c'est le langage qu'il faut parler aux politiques, aux princes de ce monde. La paix, ça rapporte plus. C'est pas que la paix soit meilleure, ça c'est pas mon boulot. Hein. Moi je ne prêche pas. Je dis la paix, c'est économiquement plus favorable, je vais vous expliquer pourquoi. Et que la guerre, ça a été utile. La guerre a eu une rationalité forte, une économie positive, mais c'est fini. Alors, il ne m'appartient pas ici, parce qu'il faudra que vous me réinvitiez, d'expliquer pourquoi la guerre ne prend plus aujourd'hui. Je peux vous dire brièvement, l'une des raisons majeures, c'est que on a assisté à un formidable mouvement d'appropriation sociale des relations internationales, d'appropriation sociale des mécanismes de conflictualité internationale, et que cette appropriation sociale a fait que sur le champ de bataille, il n'y a pas seulement des canons, mais il y a de l'énergie sociale. Et cette énergie sociale
personne ne peut l'arrêter. C'est-à-dire le canon contre l'énergie sociale, ça donne plus d'énergie sociale. C'est ce que M. Netanyahou probablement ne comprend pas. Et c'est ce que nous autres, en France, nous ne comprenions pas pendant la guerre d'Algérie. Je me souviens des massacres de Constantine, août 1955, qui étaient aussi horribles que ceux de Sderot le 7 octobre 2023. L'armée française a réagi par une répression aussi drastique et brutale que celle de l'armée israélienne, et les historiens vous disent, le FLN en est sorti renforcé. Donc tout ça est à méditer, ça veut dire la médiation par les énergies sociales, qu'un autre Chinois, que je trouve peut-être moins subtil que Chuen Lai, à savoir Mao Tse-tung, avait parfaitement rendu en disant le combattant moderne, il est comme un poisson dans l'eau dans la société. Et ça, c'est un paramètre totalement nouveau, totalement nouveau. Je passe, j'aurais bien dit quelque chose sur la Révolution française, qui a été le premier moment de l'entrée des sociétés dans le jeu martial, sauf qu'à l'époque, cette entrée des sociétés a été disciplinée par le nationalisme et le patriotisme, ce qui, aujourd'hui, effectivement, est infiniment moins fonctionnel. Ne serait-ce que parce que la plupart des combattants n'ont pas de nation. Et ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Alors, derrière tout cela, on s'aperçoit que continuer à définir la paix comme la non-guerre est absurde. Raymond Aron, qui est vraiment le penseur de la guerre froide, par définition, le disait explicitement, la paix n'est qu'une entre-deux-guerres. Et on ne cesse de parler de l'avant-guerre, de l'après-guerre, de l'entre-deux-guerres. Est-ce que vous entendez parler de l'avant-paix, de l'après-paix ou de l'entre-deux-paix ? Si vous dites ça, les gens vont rigoler, ou vont croire que vous parlez d'autre chose. Eh bien, donc, le but de ce travail, c'était de positiver la paix. Et en positivant la paix, on comprenait aussi pourquoi la définition de la paix comme non-guerre est une définition extrêmement rétrécie. Parce qu'entre-temps, nous sommes entrés dans un nouveau monde. Celles et ceux de ma génération ont vécu une aventure assez extraordinaire. On est né dans un monde international et on va mourir dans un autre monde qui est un monde globalisé. Passer du stato national à la mondialisation, c'est pas facile. Et ça déboussole pas mal de monde, mais ça rend nécessaire de complètement changer notre vocabulaire et donc d'arriver à une autre vision de la paix. C'est-à-dire de comprendre que non seulement la paix vaut plus que la non-guerre, que non seulement la paix peut être construite comme antérieure à la guerre, mais ça signifie que la paix renvoie à tout un ensemble de secteurs de la vie sociale qui ne sont pas couverts par l'idée de guerre, c'est-à-dire les défis globaux dont je vais reparler dans un instant. Et donc dans ce livre, je ne vous en donne pas tous les éléments, parce que sinon vous n'allez pas trouver nécessaire de l'acheter. Donc je ne fais que de la mise en bouche, comme on dit dans les bons restaurants. J'ai pensé que d'abord il fallait repartir de cette réflexion qu'un jeune Africain m'avait apportée, c'est-à-dire et si la paix exprimait une vertu supérieure de la construction sociale tout entière. Si on pouvait bâtir l'idée de paix sur l'idée d'intégration sociale. Je pense que c'est possible. Et c'est possible à condition, et c'est la deuxième et dernière partie de mon exposé, à condition que l'on serve 9 vertus que je présente comme 9 chapitres de mon livre. La première vertu qu'il faut servir, elle m'a été inspirée par le grand Saint-Éloi, puisqu'elle consiste à remettre la paix à l'endroit. C'est-à-dire refaire passer la paix avant la guerre. Penser une antériorité à l'idée de guerre. Si on ne construit pas cette antériorité, on reste toujours prisonnier du fait guerrier, du fait martial. Et il y a une philosophie qui nous aide à le faire, mais qui a été systématiquement
systématiquement laissés de côté. Il y a d'abord Aristote. Aristote, c'est pas Héraclite. Et Aristote nous dit, mais finalement, nul bonheur individuel n'est possible sans la paix. Ça, c'est sa grande idée. Et du coup, on touche à une notion qui a été oubliée, qui est la base même de la science politique aristotélicienne. Le politique sert à assurer la coexistence entre des individus différents. Moi, j'adore cette définition. Je continue à la servir à mes étudiants, qui la comprennent mieux que cette horrible définition hobbesienne, qui consiste à dire la politique, c'est pas assurer la coexistence entre individus, c'est assurer la sécurité des individus. La sécurité, mesdames et messieurs, c'est l'antipaix. Parce que lorsqu'on pose la construction sociale en termes de sécurité, ça veut dire qu'on la pose en termes de méfiance et de défiance. Et donc en termes d'opposition à l'autre. Au lieu de poser comme Aristote la paix en termes systémiques, en termes de globalité, on la pose en termes relationnels, c'est-à-dire on laisse pousser derrière vous l'horrible idée schmittienne de l'ami-ennemi. C'est parce que je perçois que l'autre, pardon Monsieur le Président, est un ennemi que je dois renforcer ma sécurité. Bon, c'est très à la mode, le sécuritarisme, mais c'est le dernier apôtre de la paix. Si on le fait tomber, eh bien la paix sera enfin libérée. Et donc, repartons d'Aristote et de cette formidable idée de la coexistence et de l'aménagement de la coexistence, avec deux autres penseurs, peut-être trois, que je voudrais vous présenter, parce que je les ai découverts, enfin, j'ai découvert leurs analyses à cette occasion. Le second que je voudrais citer, c'est un sociologue théologien algérien du 5e siècle, qui est Saint Augustin. Et Saint Augustin, et c'est magnifique ce qu'a écrit cet homme, et Saint Augustin dit cette chose incroyable au 5e siècle, alors que Rome était en train de s'effondrer, il dit la vraie paix, c'est pouvoir nourrir l'humanité tout entière, et c'est de pouvoir profiter de l'eau pure. C'est formidable. Écolo 15 siècles avant. Et une idée positive de la paix qui est très forte. Et puis, le troisième est parfaitement inconnu. Quand je le sors dans les amphis, c'est la panique généralisée. C'est un personnage très étrange de la fin du XIIIe et de la première moitié du XIVe siècle, qui s'appelle Marsile de Padoue. Eh oui, Marsile de Padoue. Marsile de Padoue, personnage absolument extraordinaire, il était tout à la fois, hein, curé, médecin, conseiller du prince, diplomate, soldat, enfin il a à peu près tout fait. Je pense qu'il n'était rien vraiment de tout ça, mais en tous les cas, il s'en revendiquait, et il avait comme autre qualité d'être un gibelin, c'est-à-dire un partisan de l'empereur contre le pape. Alors ça, c'est très intéressant. C'est pas par érudition hein, ou cuistrerie que je vous parle de Marsile de Padoue, parce que c'est un tournant formidable. Marsile de Padoue, il défendait le faible face au fort. À l'époque, l'empereur était inférieur au pape. Et c'est intéressant de voir comment la crise du pouvoir politique impérial suscitait un désir de paix. Mon idée, c'est qu'à partir du moment où vous êtes faible, eh ben, effectivement, vous pensez à la paix. Après tout, c'est humain, c'est logique. Et donc, Marsile de Padoue écrit à la fin de sa vie un ouvrage qui devrait être l'ouvrage central de nos bibliothèques, qui s'appelle le Defensor Pacis. On écrivait en latin, à l'époque au moins on n'écrivait pas en anglais, on y écrivait en latin, et dans le Defensor Pacis, défenseur de la paix, pour lui l'empereur était le Defensor Pacis. C'est très intéressant, on n'était pas encore arrivé au stade du prince gladiateur, justement, c'était le prince pacificateur, face au pape dominateur. Et qu'est-ce qui est la clé du Defensor Pacis? Moi, c'est ma définition de la paix. Chose extraordinaire qui a été ensablée, c'est de dire la paix, c'est la sufficientia vitae. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui est nécessaire à la vie.
Et ça nous permet d'intégrer tous les grands défis globaux dont je vais vous parler dans 5-6 minutes, à savoir les problèmes climatiques, alimentaires, sanitaires, etc. Et donc, on peut repartir de là. Le dernier homme que je voudrais vous présenter, parce que le pauvre, il est complètement oublié, alors qu'il devrait être au Panthéon, et je ne dis pas ceux qu'on devrait sortir illico presto de ce noble bâtiment, c'est l'abbé de Saint-Pierre. Alors l'abbé de Saint-Pierre, c'est la même chose, il n'a probablement jamais été ordonné prêtre, mais il était un peu tout en même temps. Il a été grand diplomate, négociateur des traités d'Utrecht et de Rastatt, mettant fin à la guerre de succession d'Espagne. Et cet homme a eu une intuition extraordinaire. Il a dit, mais vous voulez faire reposer la paix, c'est-à-dire la trêve, en fait, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres, sur l'idée d'équilibre de puissance. Concept tabou s'il en est de notre théorie des relations internationales. C'est idiot! C'est idiot parce que si vous dites équilibre, vous dites fragilité. Et si vous voulez construire la paix sur l'équilibre de puissance, ça veut dire que vous voulez le construire sur de la fragilité et que ça peut donc s'effondrer à tout moment. Et comme l'homme était c'était un peu comme moi, un type désagréable, provocateur, mal élevé, islamo-gauchiste, wokiste, etc. Il a dit d'ailleurs, Louis XIV, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? C'est son appétit du pouvoir qui fait qu'il a toujours fait la guerre, etc. Du coup, bon, Louis XIV venait de mourir, on l'a viré de l'Académie, hein, attention, mesdames et messieurs les académiciennes et académiciens, parce qu'il avait critiqué Feu le roi, et donc, oui, il faut faire très attention, ne jamais critiquer le prince, n'est-ce pas? Ou à tous les cas, le faire en chuchotant dans l'oreille de quelqu'un qui en a parfaitement confiance. Et y compris en France, aujourd'hui, croyez-moi, c'est comme ça que je suis viré d'un peu partout. Bon, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit, attention, la guerre, c'est lié à un excès de pouvoir. Et ça, c'est Louis XIV. Bon. Et alors, c'est très intéressant, parce que Rousseau a été passionné par la lecture de l'abbé de Saint-Pierre, mais en même temps, Rousseau était un personnage lui aussi assez mal élevé. Il l'a critiqué en disant, il est stupide, il comprend rien, mais enfin, comment peut-on envisager une paix perpétuelle? Vous savez que le premier qui a parlé de paix perpétuelle, c'est l'abbé de Saint-Pierre. Mais en même temps, il dit, il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans. Évidemment, Kant est arrivé juste derrière pour reprendre, c'est pas lui qui a inventé l'idée de paix perpétuelle, il a reprendre l'idée de Saint-Pierre. Donc vous voyez, on a tout le matériau qu'il faut pour remettre la paix à l'endroit. Deuxième vertu, il faut que la paix soit humaine. La paix soit humaine, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire... D'abord, j'ai été très impressionné par les lettres que Martin Luther King a écrites en 1963 depuis sa prison de Birmingham, où il disait « La grande erreur, c'est de considérer que l'instrument est plus légitime que la fin. » C'est-à-dire que dans notre jeu politique, nous oublions que toute finalité politique ne peut être qu'humaine, et donc nous privilégions l'instrument sur la fin. Les politiques sécuritaires, c'est ça, justement. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc, il faut retourner à l'humain, il faut donc retourner à cette idée des besoins fondamentaux de l'humanité, et rendons grâce ici à cette magnifique institution qu'est le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et à ce génial rapport publié en 1994 sur la sécurité humaine, où les panélistes disaient, et ça a marqué profondément la personnalité du grand Kofi Annan, qui était le premier à comprendre véritablement ce que paix vouloir dire, avec Boutros-Ghali et son agenda pour la paix qu'il écrivait 2 ans auparavant. Et derrière tout ça, il y a l'idée, double idée du PNUD, free from want, parce que là on n'écrit plus en latin mais en anglais, et free from fear, libérer les hommes de désirs inassouvis, c'est-à-dire pouvoir manger à sa faim, pouvoir échapper aux maladies, pouvoir se protéger des dérèglements climatiques, des crises économiques, des atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine, au risque de désinstitutionnalisation et au risque qu'encourent les minorités culturelles dans leur pays. Donc ça, c'est libérer des désirs inassouvis et libérer de la peur.
Ben voilà la vraie paix, on la touche. Cette fois-ci, vous la voyez se concrétiser. Troisième vertu, la paix doit être subjective. Et ça, c'est vraiment mon obsession. Vous m'avez fait l'honneur de citer mon livre sur une approche subjective des relations internationales. Ça veut dire qu'il faut admettre qu'il n'y a pas une seule compréhension du monde, que nous n'avons pas inventé la pensée de l'autre, mais que l'autre a une pensée construite en fonction de sa propre histoire, non pas de la culture. Je suis anticulturaliste pour des raisons évidentes, mais simplement, en Chine, en Afrique, en Europe, on n'a pas vécu la même histoire, on n'a pas la même expérience, donc on n'a pas la même structure de compréhension. Moi, j'ai été très frappé, j'étais à N'Djamena le jour où s'est déclenché le conflit russo-ukrainien, le 24 février 2022. Et j'entendais mes amis et collègues tchadiens qui donnaient spontanément du conflit russo-ukrainien une lecture, une compréhension qui n'avait rien à voir avec la mienne. Tant que j'ignore la compréhension de l'autre ou que je la ramène à ma propre compréhension, je suis incapable de comprendre l'autre, donc de construire cette coexistence, cette santé mentale du groupe. Et les relations internationales, c'est trois questions qu'on ne se pose jamais, à savoir comment l'autre perçoit et comprend des événements que je partage avec lui, comment l'autre perçoit que je perçois, et comment l'autre perçoit la manière dont je le perçois. Trois questions, j'ose pas dire que les diplomates ne se posent jamais. Je crois que les diplomates de terrain sont obligés de se la poser, parce que c'est leur expérience quotidienne, mais les politiques, pardon, monsieur le ministre, souvent quand je leur dis ça, ils me taxent de professeur tournesol. Mais vous savez, je suis flatté d'être professeur tournesol parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais en l'espèce, non, c'est du pur réalisme. Tant que vous ne comprenez pas la manière dont l'autre comprend l'événement auquel on a communément à faire face, on ne peut rien faire. Quatrièmement, la paix doit être systémique. Et ça, c'est le grand problème. Parce que jusqu'à, finalement, la Seconde Guerre mondiale, la guerre était l'affaire des militaires. Alors, ce n'était jamais purement militaire, mais c'était l'affaire des militaires. Aujourd'hui, la paix comme la guerre qui n'est plus que la non-paix dans mon esprit, c'est une affaire qui touche en même temps à tous les secteurs de la vie humaine. On ne peut pas comprendre le conflit du Sahel sans avoir en tête que la désertification progresse au Sahel de 10 cm par heure. On ne peut pas comprendre comment se déroule ce conflit sans avoir en tête les stratégies que les chefs de village sont obligés de mobiliser pour nourrir leur propre population, les milices qu'ils sont obligés de monter, etc. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une armée contre une autre ou une armée contre les djihadistes. Et donc, cette pensée systémique, c'est-à-dire cet emboîtement des différents secteurs de la vie humaine, c'est la condition indispensable à la lecture de la paix. Cinquièmement, la paix doit être globale. Qu'est-ce que c'est qu'une paix globale? Ça veut dire que contrairement à autrefois, où le seul défi politique, c'était celui qui naissait de la compétition par l'autre, nous sommes entrer dans un monde où la compétition n'est plus le moteur de la conflictualité, n'est plus le moteur des menaces, mais les vraies menaces, elles viennent de la globalité. C'est-à-dire, ce qui nous menace le plus, nous, humains parisiens, aujourd'hui, c'est l'insécurité alimentaire, 10 millions de morts par an, l'insécurité sanitaire, 7 millions et beaucoup plus au moment du Covid, c'est l'insécurité climatique dont l'OMS nous dit que c'est à peu près 8 à 10 millions de morts par an. Et donc il faut comprendre, et ça c'est très difficile pour un cerveau, notamment un cerveau euro-américain, il faut comprendre que l'essentiel de la menace, elle dérive du tout et non de la partie, du système global et non du voisin. Nous avons une conception relationnelle du politique et de l'international qui ancre l'idée d'ennemi. Ma mère, il n'y avait pas de femme plus douce qu'elle.
mais à chaque fois qu'elle terminait un repas, elle disait « Ah ben voilà encore un repas que les Prussiens n'auront pas ». C'est-à-dire cette conception relationnelle du danger. S'il y a un danger, c'est pas les inondations de Valence, c'est le voisin qui va nous faire un mauvais coup. Sixièmement, la paix doit être institutionnelle. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de monde et de mondialisation sans des normes communes et des institutions communes. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'hélas, nous sommes victimes de la cécité wilsonienne. Notre drame, c'est que Wilson ait été préféré à Léon Bourgeois. Parce que vous aviez là deux lectures du multilatéralisme. Wilson, de dire le multilatéralisme, c'est une association de puissances qui prolonge l'idée de concert européen et qui prolonge aussi l'idée d'équilibre de puissance, là où Bourgeois, cet homme absolument extraordinaire, fabuleux, il faut lire son livre pour une société des nations, nous dit attention, on est entré dans un monde où le canon ne pourra plus faire la loi et il va falloir se heurter à une société mondiale. Et c'est d'ailleurs dans son sillage qu'a été créée l'Organisation internationale du travail au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut repenser le multilatéralisme pour lui faire se dépasser ce club de puissance qu'incarne le Conseil de sécurité et dont vous voyez l'absolue inefficacité. Alors que le multilatéralisme social voulu et approfondi par Kofi Annan marque des points extraordinaires. Moi, je suis en extase devant le programme alimentaire mondial, je suis en extase devant le HCR, devant l'UNICEF, devant l'OMS. L'OMS qu'on a tellement critiqué pendant le Covid, mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à elle que la variole a été éradiquée en Afrique, au moment où on a peur de la voir ressurgir, d'ailleurs. Septièmement, rassurez-vous, j'ai presque fini, je vais tenir dans les temps, la paix doit être diplomatique, monsieur le Président, et la paix diplomatique, c'est quoi? C'est là aussi réévaluer la diplomatie. La diplomatie, c'est pas de prendre une tasse de thé avec le prince de Monaco. La diplomatie, disait le grand politiste canadien Paul Sharp, c'est how to manage separateness, comment gérer les séparations. Et il faut reprendre cette idée de séparation. La pathologie d'un monde interdépendant, c'est la séparation. Le boycott, l'exclusion, le rejet. Il faut comprendre que parler à l'autre, ce n'est pas le légitimer, ce n'est pas l'excuser, ce n'est pas l'approuver. C'est tout simplement essayer de faire ce qu'un médecin fait, faire son pire pathologie. Huitième et neuvième, c'est les deux dernières, la paix doit être hospitalière et elle doit être éduquée. La paix hospitalière, c'est une idée de Kant. C'est-à-dire, on ne peut pas créer la paix si on ne sait pas l'expérimenter à l'échelle de chaque individu. Dans un monde mondialisé, la migration est l'avenir du monde. L'accueil de l'autre est la base même de la nouvelle paix. Et je frissonne devant cette surenchère démagogique anti-migratoire, alors que c'est au contraire, dans un monde où, d'ici une dizaine d'années, les moins de 30 ans seront 75% de la population africaine, savoir justement gérer, il ne s'agit pas de libérer, mais gérer, gouverner cette mobilité, cette fluidité humaine que l'on ne pourra jamais interdire parce que, avec les moyens modernes de communication, l'imaginaire de chaque individu, je dirais du bidonville de Makoko à Lagos jusque dans nos banlieues, est un imaginaire mondial. Mon arrière-grand-père avait un imaginaire local, mon grand-père et mon père un imaginaire national, maintenant ma fille a un imaginaire mondial. Et c'est formidable, nous sommes tous des piétons de la mondialisation. Et si on est des piétons de la mondialisation, on doit apprendre à se comporter en son sein, c'est ma dernière paix, la paix doit être éduquée, c'est-à-dire il faut savoir forger des comportements sociaux de paix.
La petite fille et le petit garçon qui vont à l'école, ils apprennent la guerre, ils n'apprennent jamais la paix. Ça commence par Vercingétorix et après ça ne s'arrête plus. Est-ce qu'une petite fille qui connaît Vercingétorix connaît l'abbé de Saint-Pierre? Est-ce qu'un petit garçon qui connaît Louis XIV connaît Marcille de Padoue? Et pourtant, et pourquoi pas? Et Léon Bourgeois, et Aristide Briand. Et pourquoi il y a aucun... Il y a je ne sais combien de dizaines, de centaines de lycées au nom de Jules Ferry qui n'a pas sa place dans le Panthéon de la paix. Il n'y en a aucun au nom de Léon Bourgeois. Et encore, et un peu plus pour Aristide Briand qui a quelques rues plus que des lycées. Mais c'est quand même été des porteurs de paix. Alors, non seulement il faut apprendre la paix, mais il faut apprendre l'autre. Et l'autre réforme de l'éducation, c'est d'apprendre à l'autre la richesse, c'est d'apprendre à chacun la richesse de la culture de l'autre. Pourquoi on n'apprend pas l'histoire multimillénaire de la Chine? Pourquoi quand je dis dans un amphi l'Empire Tang ou l'Empire Song ou l'Empire Wei, tout le monde s'affole? Pourquoi n'apprend-on jamais l'histoire africaine précoloniale? L'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Songhai. C'est bien que certaines personnes qui sont mal renseignées, qui n'ont pas été éduquées, disent que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Ça me dit quelque chose. Bon. Eh bien, mesdames et messieurs, j'en ai terminé, rassurez-vous, pour vous dire que, à travers ces 9 vertus, on arrive à découvrir une paix qui devient désormais antérieure à la guerre. Et peut-être parviendra-t-on à la vendre à nos princes en disant « Croyez-moi, c'est une bien meilleure affaire que la guerre ». Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur. Vous nous avez amenés là où nous devons être. Merci. Les questions sont ouvertes. Les questions sont ouvertes. Emmanuel Maury, cher confrère. Merci, monsieur le professeur, pour cet exposé. On aimerait vous croire et vous suivre. Quand vous dites la paix rapporte plus que la guerre, on ne peut pas ne pas se référer à un certain nombre d'études. Par exemple, l'Observatoire de la paix d'Oslo, que vous connaissez bien, qui indique qu'en 2024, le nombre de conflits dans le monde n'a jamais été aussi élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, est-ce que vraiment la paix rapporte plus que la guerre? Déjà. Par ailleurs, votre analyse sur la guerre porte, je dirais, vos considérations portaient plus sur la guerre au sens traditionnel du terme, mais on assiste aussi aujourd'hui à d'autres formes de guerre proliférantes, si je puis m'exprimer ainsi, la guerre hybride, le terrorisme, la guerre économique, la guerre numérique, la guerre bactériologique et sanitaire. Est-ce que finalement on n'assiste pas plutôt à une recrudescence de la violence dans le monde sous toutes ses formes et de manière de plus en plus brutale? Donc ça c'est ma première question et qui... donc, deuxième, si je... Oui, en quelque sorte, mais qui rend l'art de la paix encore plus difficile. Et la troisième question porte sur l'avenir, selon vous, de la médiation internationale, qui est un secteur qui est assez peu développé. Finalement, est-ce que ce secteur n'a pas un grand avenir devant lui, étant donné que on assiste à une crise ou une remise en cause des institutions multilatérales, vous l'avez rappelé, et que les conflits, difficiles de les résoudre devant la Cour internationale de justice, puisqu'il faut que les acteurs soient volontaires. Donc est-ce que ça n'est pas une voie, finalement, dans l'art de la paix que vous avez décrit, que le développement de la médiation internationale avec peut-être des codes, des règles, des modes de recours plus fréquents? Merci. Merci beaucoup, monsieur. D'abord, vous avez tout à fait raison en vous appuyant fort judicieusement sur le Priaulx de dire que le nombre de guerres vient à s'accroître.
Ce qui est préoccupant, c'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, le grand paradoxe, c'est que la guerre est de plus en plus répandue, destructrice et de moins en moins rentable. Vous avez tout à fait raison d'insister sur cet effet proliférant, que l'on doit corriger un petit peu en disant que quand on est une arène internationale à 193 États, le risque de guerre est plus élevé que quand on est dans un jeu à 7 ou 8, comme c'était le cas du temps de Hobbes ou de le siècle qui l'a suivi. Et la chose se complique par le fait, j'ai pas eu du tout le temps d'en parler, que les guerres aujourd'hui sont plus d'extraction intra-étatique que interétatique. Elles peuvent s'interétatiser. Le conflit du Congo, c'est un conflit intra-étatique. Mais que de pays africains, et le Rwanda en tout premier lieu, s'y trouvent impliqués. Donc, si on prend l'origine des guerres, on voit que le noyau, c'est pas la rivalité de puissance maintenant, c'est, je dirais, en quelque sorte, la décomposition de faiblesse. Et après, évidemment, la rivalité se greffe là-dessus. Bon, vous avez tout à fait raison, mais il ne faut pas se contenter de dire que le nombre de guerres prolifère, il faut se demander pourquoi, contre toute rationalité, les princes sont portés, et peut-être de plus en plus portés à faire la guerre. Et la réponse, j'ai effectivement pas pu la donner dans mon exposé, c'est que nous vivons dans un monde où il n'y a pas un système international, mais deux. Nous vivons la concurrence infinie, enfin j'espère qu'elle finira un jour, mais pour l'instant il n'y a pas de signe, entre un système international qui n'est plus réel, mais qui reste au centre de l'imaginaire des princes, qui est les anciennes relations internationales fondées sur les rivalités de puissance et sur l'efficacité de la guerre, à laquelle adhèrent encore les dirigeants de ce monde, et un monde nouveau qui provient des profondeurs de la mondialisation et que les princes ne contrôlent plus du tout. Et ça, cette contradiction, elle est terrible parce qu'elle vient alimenter la guerre au moment où la réalité du monde nous conduirait à regarder autre chose. L'exemple, les deux principaux conflits dont on parle tant aujourd'hui, c'est pas les principaux conflits, mais c'est ceux dont on parle le plus, sont là pour le montrer. Poutine a fait une guerre à l'ancienne. Et Poutine ne pouvait pas imaginer une seule seconde qu'il allait être mis en échec, lui, la troisième armée du monde, par une résilience sociale absolument extraordinaire. Bon. Ça prouve que dans la tête des acteurs étatiques, il y a encore cette idée de la normalité de la guerre. Et regardez le conflit israélo-palestinien, il repose tout entier sur cette obsession qui n'est pas propre à Netanyahou, qui est un peu dans la culture politique israélienne, que seule une politique de puissance peut permettre de construire la sécurité. Donc l'usage de la force est la seule solution pour venir à bout d'insécurité, de danger ou de menace. Ça, c'est l'ancien monde. Mais cet ancien monde, il ne va pas disparaître comme ça. Pourquoi? D'abord parce que nos dirigeants sont éduqués, formés à cette vision. Même si j'ai eu un président de la République dans mon amphi, j'ai pas réussi à le persuader qu'on avait changé de monde, manifestement. Mais surtout parce que le pouvoir politique sait que s'il abandonne l'instrument de la guerre, il perd une ressource politique essentielle. Une ressource qui permet d'alimenter son pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle on vit ce paradoxe. Et même ce paradoxe ascendant de la multiplication des guerres dans un monde où celle-ci, et ça, c'est pas une idée à moi, c'est un simple constat. Qu'on me montre une guerre qui, depuis 1945, ait atteint une finalité claire. Les guerres, aujourd'hui, elles sont définalisées. C'est-à-dire, quand il y a une intervention sous forme d'opération extérieure, tout le monde se pose... je me rappelle l'amiral Guillot qui le disait de manière très très claire. Il disait, mais nous militaires, on a besoin qu'on nous dise quelle est la finalité politique. C'est très clausitzien. Et avez-vous remarqué que la finalité politique, elle disparaît presque systématiquement? Quelle est la finalité des interventions militaires extérieures? Le changement de régime, le changement du personnel politique, la neutralisation de la violence, la reconstruction d'une nation, nation building, comme disent les anglo-saxons,
cette confusion sur la finalité de la guerre nous fait sortir du schéma clausewitzien. Clausewitz nous dit la guerre, c'est un moyen de réaliser une finalité politique qui doit être claire. Si cette finalité politique n'existe plus, ben on est dans l'irrationalité. J'en ai parlé à monsieur de la Palisse, il était d'accord avec moi. Hein. Bon. Donc ça, c'est un paradoxe douloureux, mais c'est un paradoxe qu'on aura du mal à sortir, à évacuer, pardon. Sur votre deuxième question, moi je suis dubitatif sur cette prolifération de formes nouvelles de guerre. Pour moi, là je suis désolé, mais il y a une seule guerre, elle a été définie par un juriste, philosophe et homme d'affaires qui était Grotius en 1625 dans son De Iure Belli ac Pacis, qui disait la guerre c'est l'usage de la force pour régler les différends entre États. S'il n'y a pas usage de la force, il n'y a pas de guerre. Guerre économique, c'est une image, mais c'est autre chose. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que ça ne menace pas, je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais ça relève d'une autre grammaire. Je suis désolé. Et à force de parler de guerre économique ou de guerre commerciale, ce que je n'ai jamais fait dans mes amphis de relations internationales, eh bien, on donne une dimension martiale à la compétition économique et ça mène directement au trumpisme. Bon, enfin, je saute quelques étapes parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est quand même là un problème. La violence n'est pas en augmentation, simplement elle est plus visible. Lorsque, au fin fond de l'Afrique ou de l'Europe, il y avait des violences entre groupes ou entre acteurs, personne ne le savait parce que il n'y avait pas Marisburgo, et donc personne n'était au courant de ce qui allait se produire ou de ce qui venait de se produire. Autant je rejoins le Priot pour dire qu'il y a de plus en plus de guerres, parce qu'on peut les individualiser, mais je refuse totalement l'idée qu'il y a de plus en plus de violence. Et c'est dangereux même de faire croire ça à la population, parce que du coup, elle est prise d'une sorte de désir quasi hystérique de sécurité, et on retrouve le problème obscien que je disais tout à l'heure. Je pense que de toute manière, quand il y a violence, il y a une pathologie sociale. Moi, je suis durkheimien à fond. La violence, c'est une pathologie sociale, c'est une maladie. Bon. Et cette maladie, il faut la guérir. Elle n'arrive jamais par hasard. On n'est jamais violent gratuitement, sauf le fou intégral, si vous voulez. Et donc, le boulot, Durkheim nous dit, une pathologie sociale, vous la soignez. Et si vous n'êtes pas capable de la soigner, c'est que vous êtes incompétent. Moi, ce qui m'inquiète, la pathologie sociale palestinienne, elle existe depuis 76 ans, personne ne l'a soignée. Et j'ai encore dans les oreilles un très grand personnage de l'État français que je ne peux donc pas nommer, qui me disait en 2022, mais il n'y a plus de problème palestinien. Parce que le jeu consistait à le mettre sous la table. Bon, on a vu ce que ça donnait. Quand vous ne soignez pas une pathologie, c'est comme un cancer. Si vous ne le soignez pas, il va devenir insupportable. Et il va vous entraîner vers la mort. C'est la même chose avec la violence sociale. La médiation, alors, oui, mais je ne peux pas être contre. Mais ce qui me gêne dans la médiation, d'abord, c'est que je n'ai pas vu beaucoup d'exemples de médiation réussis. Et notamment, conflit africain, dont je pense qu'il vous préoccupe tout particulièrement. Rappelez-vous les médiations de Ahrar Brahimi, de Kofi Annan, on pourrait continuer, Mohamed Sahnoun, etc. Et, pardon de peut-être vous heurter, mais je crois que la médiation relève de la paix transactionnelle, là où je crois que la paix aujourd'hui ne peut être que globale. Vous avez remarqué, et ça il faut se demander pourquoi, depuis 1945, il n'y a plus de transactions réussies. Et depuis 1856, traité de Paris mettant fin à la guerre de Crimée, il n'y a plus de négociation de paix. Vous avez remarqué ça? Première guerre mondiale, c'était une négociation entre les vainqueurs. Seconde guerre mondiale, pas de négociation du tout. Et vous n'allez pas me dire que c'est les accords de Doha qui ont mis fin à la guerre d'Afghanistan, que c'est les accords de Paris qui ont mis fin à la guerre du Vietnam, et que les accords d'Alger auraient mis fin à la guerre du Mali. Et regardez dans la chronique africaine ce que sont devenus les accords d'Arusha, les accords de Lagos, les accords de Libreville, les accords de Bangui. Il y a eu au moins 4 accords à Bangui.
Et on pourrait ainsi continuer indéfiniment les accords d'Accra. Donc, moi, je n'y crois plus beaucoup. Je crois qu'au contraire, la lecture multilatérale, c'est d'essayer de créer cette paix systémique, c'est-à-dire non pas une transaction. D'ailleurs, la transaction territoriale, c'était tout le temps avant 1945. Depuis 1945, y a-t-il eu une transaction territoriale officialisée? Rien. Il y a eu l'occupation de Chypre Nord par la Turquie. Ça n'a jamais été reconnu par personne. Il y a eu la création du Kosovo. Ce n'est toujours pas reconnu par les Nations Unies. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois pas. Parlons pas du Sahara. Hein. Bon. Le territoire est devenu non négociable. Ça, c'est un grand fait d'histoire des relations internationales. Je commence à avoir soif, pardon. Oui, je vais boire un peu de votre vodka qui a l'air superbe. ça va donner le temps au secrétaire perpétuel de préparer sa question. Ah bah ça y est, moi je... Elle est déjà prête. Juste, s'il vous plaît, juste un moment. Après, vous aurez... Allez-y. Oui, je vous remercie de cet exposé passionnant et auquel j'adhère très largement. Je voudrais vous poser la question du rôle du commerce dans l'établissement d'un système de paix international. Et je voudrais faire très rapidement 3 remarques. Je me réfère à l'exemple de la Suisse, mais aussi à l'exemple de l'Empire Song. En Chine, on sait que les grandes inventions chinoises se situent dans cette période de paix. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que dans le rêve wilsonien, et disons plus largement celui du Parti démocrate américain jusqu'à Obama, il y a l'idée que la libéralisation des échanges internationaux à travers le GATT, l'OMC, est un instrument de paix. Pourquoi? Parce que le commerce international ouvre la voie à la diffusion du système de consommation de masse, lequel consolide la démocratie. Je ferai référence aussi, dans cette perspective, au rêve saint-simonien, qui voyait dans la libéralisation des échanges le moyen de construire une paix durable. Alors, à l'inverse, je me pose la question du rôle du protectionnisme, et en particulier en faisant référence à Fichte à son idée de l'État commercial fermé, qui est largement à la base de l'unité allemande, en disant c'est contre la France qu'on affirmera la puissance allemande, et qui finalement débouchera sur le nazisme, enfin son système commercial fermé, et puis évidemment le stalinisme qui s'est aligné dans cette voie. Voilà. Merci beaucoup, c'est des questions absolument essentielles, fondamentales, qui font penser au doux commerce de Montesquieu. Et avant tout cela, Grotius, que je mentionnais, 1625, dont il ne faut pas oublier que c'était un avocat d'affaires, conseiller juridique de la Compagnie des Indes orientales, et qui disait, mais la paix... alors, c'est intéressant, parce que Grotius disait, la guerre est naturelle. Lui, il était pour l'antériorité de la guerre, l'antériorité anthropologique de la guerre sur la paix, mais il disait, il faut absolument arrêter ça. Et c'est pour ça que je pense que Grotius était vraiment le père de Kant, de ce point de vue. Et il faisait confiance, effectivement, au commerce. Je pense que les arguments que vous présentez en début de votre question, ils sont incontournables. C'est-à-dire, la logique d'échange, c'est une logique, je dirais, de compréhension, d'intégration, et donc, on ne peut pas réfuter cet argument à la base. Le problème, c'est que ça a dérapé. Le problème, c'est que l'inflation néolibérale, avec des guillemets, a caricaturé cette idée et lui a donné une charge de violence qui a notamment abouti à ces fameuses émeutes anti-FMI et à ce positionnement du Sud global face au Nord. Après tout, le groupe de 77, il est né de là. Il faut quand même pas... Et ils sont maintenant 134 dans le groupe de 77. Donc, je pense qu'il ne faut pas quitter la voie, mais il faut l'humaniser. Et c'est la raison pour laquelle il faut... Moi,
Je suis assez d'accord avec Pascal Lamy là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas interrompre le commerce, il ne faut pas casser le libre-échange, mais il faut l'humaniser. Et c'est la raison pour laquelle, là je sais que je vais créer des hostilités, le déchaînement contre le Mercosur est quelque chose d'aveugle, d'absolument aveugle. Alors, probablement et certainement, même cet accord n'a pas été négocié comme il le faut, mais si on ne crée pas des voies d'échange avec le Sud global, on va réhabiliter la fonctionnalité primaire de la guerre. Faut faire très attention à cela. Donc, je suis d'accord avec vous, et le protectionnisme, c'est la violence suprême. Effectivement, c'est la violence suprême. Et d'ailleurs, le protectionnisme renaît en ce moment devant les frustrations que certains, et sous l'effet des frustrations que certains éprouvent devant une mondialisation qui a trahi leur espoir. Les États-Unis étaient persuadés que la mondialisation c'était leur truc, leur enfant, et que ça allait marquer la fin de l'histoire, c'est-à-dire le parachèvement du modèle américain de par le monde. Puis ils ont vu déchanter, notamment face à la Chine. Et du coup, vous avez cette rétraction qui unit l'identitarisme, voire le suprémacisme, au souverainisme et au protectionnisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'homme qui incarne tout ça et qui a été élu au début de ce mois, en même temps, a un discours grossien, c'est inspiré par Grotius, qu'il a probablement jamais lu, c'est probablement pas qui c'est, n'est-ce pas, mais sur l'idée que la guerre, ça coûte trop cher. C'est-à-dire, c'est en même temps un pacifiste de portefeuille, je dirais, c'est un pacifiste du portefeuille, mais qui allie ce pacifisme de portefeuille avec une, je dirais, avec un discours identitariste et suprémaciste qui conduit précisément à ce qu'il veut éliminer. C'est la contradiction fondamentale. Alors si j'avais le temps, mais on ne l'a pas, moi je suis passionné de suivre à la trace ce mariage apparemment de déraison entre Musk et Trump. Parce que c'est l'alliance d'un capitalisme mondialisé, libertarien et ultralibéral, avec une pensée également libertarienne, mais néo-autoritaire. Et donc, cette alliance très étrange dessine peut-être ce que va être la nouvelle incarnation de l'économie mondiale. Surtout que des Musk, vous en avez en Russie, qui tiennent à peu près le même rôle, et qui ont le même type de rapport avec Poutine que Musk peut en avoir avec Trump. Vous en avez en Chine, vous en avez en Inde, puis on en a même un petit en France, hein, vous voyez. Celui qui me vire de ces télés. Voilà. Merci. Je suis architecte, donc je n'ai pas la hauteur de vue des universitaires et des diplomates. Bon, la question que je vais vous poser, vous y avez en partie répondu. Je dois, quand vous nous avez dit que la paix était plus rentable que la guerre, je trouve que c'est, au fond, un objectif limité, peu ambitieux, et puis qui s'appuie sur une vision très rationnelle du monde. Or, certes, je crois que nous y allons tous vers une certaine rationalité, et c'est bien, mais on y va très lentement, trop lentement. D'autre part, il y a d'autres aspects qui peuvent conduire à des conflits. On les vit actuellement. Ce ne sont pas des conflits commerciaux. Ce sont des conflits qui portent sur le concept que nous avons de ce qu'est notre monde, notre univers. Et puis, une dernière considération, c'est que la guerre peut être parfois une des solutions pour régler des problèmes intérieurs. Ne pouvant pas les régler, on déplace le problème, on le porte ailleurs et on crée une guerre. Oui, monsieur, vous avez tout à fait raison. Ceci dit qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Moi, je fais mon métier. Mon métier, c'est pas de gouverner, heureusement. Hein. Mon métier, c'est de faire un diagnostic sur ce que signifie la paix aujourd'hui.
et qui me conduit à récuser, oserais-je dire scientifiquement, les vieilles définitions qu'on lui donne. Mais c'est pas parce que j'arrive à ce diagnostic que le malade est guéri. Un médecin, un bon médecin, j'espère être un bon politiste, si vous permettez, mais un bon médecin, son travail, c'est de faire un bon diagnostic et ensuite de soigner en fonction de ce diagnostic. Moi, je fais un diagnostic et je prescris, ce que j'ai fait devant vous, un certain nombre de pistes. Mais je n'ai pas la certitude d'être suivi. Et ça, je passe le relais à mes amis sociologues pour déterminer pourquoi c'est pas suivi. C'est-à-dire, il y a une sorte de néo-nationalisme, national-populisme, appelez ça comme vous voulez, Trump, Orban, Le Pen, on pourrait continuer, qui va dans un sens tout à fait différent. Il y a même un néolibéralisme qui persiste dans une autre route. Ça s'explique. Ça s'explique. Et qu'est-ce que j'y peux? C'est pas pour autant que mon diagnostic n'est pas fondé. La guerre est positivement devenue irrationnelle et coûteuse, mais si les gens préfèrent dépenser plutôt que de résoudre leurs problèmes, c'est leur affaire, c'est de leur responsabilité. Moi, c'est plus mon boulot. Hein. Président. Et ensuite, président. Merci Potier. beaucoup, monsieur le professeur, pour cet entretien. Deux choses. Tout à l'heure, la médiation a été mise un peu, enfin, comme étant pas une panacée. J'imagine que les sanctions, c'est un peu la même chose. Mais ça, je serais contente si vous pouviez nous en dire un mot. Et puis une question, alors plus que je me pose depuis longtemps, et j'ai essayé la francophonie, mais je n'y ai pas réussi non plus. Vous parliez, au fond, il faut prendre il faut avoir des stratégies différentes pour essayer de faire changer les regards, les comportements ou la volonté de compréhension. Et toute cette éducation à la paix, finalement. L'UNESCO, pendant très longtemps, a mis en place des programmes éducation à la paix. On a essayé de voir. Est-ce que vous connaissez, ou vous savez, ou vous pressentez quels pourraient être les ingrédients de ces programmes ou de ces actions en matière justement d'éducation à la paix, qui ne soient pas évidemment trop basiques. Merci beaucoup. Alors, sur les sanctions, c'est un chapitre très très difficile, j'en parle dans mon livre. Je ne suis pas sûr d'ailleurs d'être arrivé au bout de ce que je voulais dire. Je pense qu'il faut... ce qu'il faut éviter, c'est la sanction pour la sanction. L'Iran a élu un président, finalement est arrivé au pouvoir un président réformiste, alors que le guide pouvait imposer un président de sa couleur, c'est-à-dire conservateur, et voilà, tout ça parce que l'Iran veut échapper aux sanctions. Ce qui est notre intérêt à nous occidentaux, parce que plus on sanctionne l'Iran, plus elle va vers la Russie, on a récemment sanctionné lourdement l'Iran, alors qu'Israël, avec tout ce carnage, M. Borrell a demandé non pas des sanctions, l'interruption du dialogue politique, rejeté par les ministres des Affaires étrangères européens. Donc il y a une politique de la sanction qui est aveugle sur la rationalité de la sanction et surtout sur l'efficacité de la sanction. Et ça, c'est mon deuxième point. Une sanction est bonne quand elle est efficace et qu'elle vise juste. Les sanctions que vous prenez contre les pays pauvres sont des sanctions diaboliques parce que, paradoxalement, elles renforcent la xénophobie et le rejet de la communauté internationale et elles enfoncent ces pays dans un néo-populisme pernicieux. Les vraies sanctions qui marchent, c'est contre les pays riches. Parce que là, vous frappez, bah oui, mais vous frappez la puissance. Vous ne frappez plus la population, vous frappez la puissance. Moi, j'ai cru, j'avoue que les choses ne sont pas si simples, à l'efficacité des sanctions contre Poutine. Précisément pour ces raisons-là. Et puis Poutine a eu un art diabolique du contournement de la sanction,
qui a relativement marché, sauf que je trouve qu'on dans les commentaires, on est trop optimiste vis-à-vis de Poutine, c'est-à-dire on ne voit pas à quel point l'économie russe a été profondément atteinte par ces sanctions. Ça, on ne le dit pas, et la propagande russe réussit à occulter ce phénomène. Donc, sur la Russie, je pense qu'il y a une certaine rationalité qui fonctionne, mais sur les pays du Sud, la sanction, c'est justement, pour la raison que je disais, tout à fait contre-indiqué. Alors, sur l'éducation, ça, c'est mon grand désir, parce que je sais que... Ah bah oui, on a déjà passé l'heure, donc je vais arrêter là. Non, parce que je dois vous quitter aussi, c'est ça le problème. Il y a deux pistes. Il y a une piste nationale, il y a une piste multilatérale. Il faut changer nos livres d'histoire. Ça, c'est facile. Changer les programmes d'enseignement d'histoire. Ma femme a été pendant 30 ans, 40 ans professeure de lycée en histoire géo. Je voyais quotidiennement les programmes, mais c'est effrayant. Mais c'est effrayant. Combien de tubes de Lexomil j'ai dû avaler pour supporter ça? Mais c'est débile. J'ose pas parler comme le président Macron parle des Haïtiens, mais je dirais à peu près la même chose. Bah, bon. Et on peut... Oh non, parce que c'est enregistré. Non, non, puis j'ai beaucoup de respect pour Monsieur le Président de la République. Mais ceci étant posé, il y a une autre voie qui est la voie multilatérale. Alors, il y a eu cette grande conférence d'Incheon en 2015, en Corée, donc, de l'UNESCO, et où des propositions extraordinaires ont été faites. Jusqu'à l'idée d'un manuel mondial d'histoire géo. Je trouverais ça formidable qu'on arrive à faire ça. Alors moi, j'étais en Chine au début de cet automne, et je suis en train de penser à un manuel franco-chinois de relations internationales. J'ai fait déjà un MOOC franco-chinois. MOOC, vous savez ce que c'est? Mass Open Courses, c'est-à-dire une sorte de documentaire franco-chinois sur la mondialisation. Je pense qu'on peut faire aussi un manuel franco-chinois. Vous savez, on a fait des manuels franco-allemands, puis ça n'a pas tellement abouti, alors que c'était infiniment plus facile. Donc voilà, faut travailler avec ces résistances culturelles. Monsieur le professeur, il nous reste 2 questions et la signature. Est-ce qu'on peut tout faire en allant vite? Ah oui, ça veut dire que je... on peut peut-être prendre les 2 questions ensemble. Non. Et ça m'évitera. Président Pourtier. Président Pourtier. C'était mon prédécesseur. Merci. Vous avez rejeté d'un revers de main la question territoriale. Or, comment peut-on construire la paix aujourd'hui alors que les guerres en cours sont des guerres territoriales? Que ce soit l'Ukraine, la dimension territoriale ne peut pas être niée. Nous avons le président Poutine qui veut manger une partie du territoire de l'Ukraine. Le conflit en Palestine, Israël-Palestine, s'il n'est pas territorial, je voudrais bien savoir ce qu'il est. Il est autre chose, certes, mais il est aussi fondamentalement territorial. Et puis vous en avez bien d'autres, vous avez même évoqué le Congo, c'est un conflit territorial entre le Rwanda surpeuplé et l'Est du Congo. Et puis on pourrait parler de la question kurde, et puis on pourrait parler de la menace sur Taïwan. Le territoire, vous avez écrit un livre qui a fait du bruit à l'époque, la fin des territoires. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de fin des territoires, de la même façon qu'il n'y a pas de fin de l'histoire. Et là, il y a un désaccord profond entre des géographes notamment. Vous avez eu des débats avec Yves Lacoste, hein, et votre vision des choses qui gomme cette dimension. Je pense que la dimension géopolitique... Ouh là là, quel mois! Mais oui, je sais que ça vous irrite. Mais je pense que si on rejette cette dimension géopolitique qui s'appuie sur le pouvoir et le territoire, eh bien, on est un peu rêveur. Si, je vais y répondre quand même tout de suite, mais très rapidement. Je vous propose de lire la formidable... Ah bah non, mais écoutez-moi si je vous réponds. Quand même. Je vous réponds, donc écoutez-moi. Formidable recension qu'a fait Émile Durkheim en 1899 dans les archives européennes de sociologie du livre de Ratzel. Et Durkheim en 1899 disait mais Ratzel n'a rien compris. Les relations internationales, c'est des relations humaines, c'est pas des relations territoriales.
Et le territoire est généralement l'emblème de cette tension intersociale qui est vraiment au fond du problème. La question israélo-palestinienne, c'est pas une question territoriale, c'est une question de reconnaissance de l'autre, c'est-à-dire du droit du peuple palestinien à être, tout simplement. Le territoire n'étant que le marqueur de cette chose. Bon, maintenant, tout ce que vous dites est profondément exact, mais moi je vous réponds, montrez-moi, depuis 1945, une négociation territoriale qui est aboutie à un résultat institutionnalisé et reconnu. Il n'y en a plus. Alors, c'est facile de dire territoire, territoire, territoire en sautant sur sa chaise comme un cabri, mais encore faut-il trouver la voie d'intégrer la logique territoriale dans le jeu nouveau des relations internationales. Bien sûr que le territoire n'a pas disparu au sens que la spatialisation n'a pas disparu, mais en revanche, le principe de territorialité qui fondait les relations internationales, lui, a disparu. Et c'est ça l'élément fondamentalement nouveau et qui explique cette incapacité maintenant de faire du territoire une base transactionnelle. Et je souhaite bien du plaisir à ceux qui disent bon, c'est pas compliqué, Zelensky et Poutine se mettent à une table et redécoupent ou redéfinissent leurs frontières. C'est impossible. Donc ça va conduire à quoi? Très probablement à un gel de la situation actuelle qui ne sera officialisé et reconnu par personne, donc personne ne perd la face, et qui montrera qu'à nouveau le territoire n'est plus la clé des relations internationales. Quant à la fin des territoires, bah écoutez, qui connaît un peu l'épaisseur des défis globaux et la réalité de la mondialisation voit que le principe de territorialité est plutôt malmené. Jean-François Turenne, c'est la dernière. J'ai bien écouté donc vos principes de sagesse, et il se fait aujourd'hui, si vous voulez, jour une voie qui est celle, je verrai vite, réconcilier l'homme et la nature. Comment situez-vous cette approche dans vos vertus? C'est ce que j'appelle la paix globale, c'est-à-dire derrière l'idée de nature, il y a l'investigation de cette totalité que l'on a ignorée. C'est-à-dire que toute notre architecture politique reposait sur des unités politiques souveraines, concurrentes et compétitives. Et on s'aperçoit qu'en réalité, le danger n'est plus dans la compétition, mais dans les dysfonctionnements du système total. Et ces dysfonctionnements du système total ouvrent une voie nouvelle à la paix, justement, qui n'est plus transactionnelle. Pourquoi les COP se ridiculisent au fil des années? Parce qu'elles persistent dans la méthode transactionnelle pour régler un problème global, pour résoudre un problème global. Sur le mode, ah ben oui, la Pologne a besoin de son charbon, donc on lui laisse son charbon, en échange, vous nous reconnaissez nos centrales nucléaires ou je ne sais quoi. On ne progressera pas comme ça. D'ailleurs, on ne progressera qu'en voyant que nos intérêts nationaux sont désormais transcendés par un intérêt global. L'intérêt national est ruiné s'il ne se plie pas à la satisfaction des intérêts globaux. Et ça, c'est une grammaire entièrement nouvelle, qui fait que là aussi, l'intérêt global passe avant l'intérêt national. D'ailleurs, l'intérêt national, vous savez, c'est un concept extrêmement difficile à définir. L'intérêt national, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la représentation que chaque entrepreneur politique se fait de l'intérêt national. C'est assez différent. Est-ce qu'il y a un intérêt national communément perçu par Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon et Monsieur Macron? Après 50 ans de sciences politiques, j'ai tendance à croire que non. Bien. Merci à tous. En tout cas, et d'abord, merci, monsieur le professeur, pour votre conférence, vos réponses à nos questions. Merci très chaleureusement. Je crois que nous avons encore quelques minutes pour que vous puissiez signer les livres. Je vous invite tous à demander une dédicace parce que nous avons une trentaine de livres qui sont à votre disposition.
Merci beaucoup. On y va.